Salut les sorciers! Bienvenue dans cet épisode du podcast de la Gazette du Sorcier. Après 3 épisodes consacrés aux Serpentards, Poufsouffle et Serre d'Aigle, il est temps de pénétrer dans la salle commune qu'on connaît le mieux grâce à la saga. N'attendez pas dehors, venez visiter les Griffons d'Or. Avec moi pour parler de cette maison, plusieurs rédacteurs de la Gazette. Il y a Bédragon, Bonjour. Mouna, Salut. Phoenix Bonjour. et chez les Somnia. Bonjour. Et je vais commencer par vous poser la même question que j'ai posée à vos camarades. C'est comment est-ce que vous êtes arrivés chez les Griffons d'Or? Du coup, je vais commencer. Alors moi, sans grande originalité, c'est le test Pottermore qui m'a réparti là, il y a bientôt 10 ans. Enfin, il y a 10 ans même, parce que c'était en 2011 et voilà, du coup, depuis, je l'ai refait plusieurs fois et c'est vrai que Gryffondor est vraiment revenu en tête. Donc voilà, moi, de manière assez basique, c'est surtout, à cause de ça que je me situe Gryffondor. Il y a d'autres personnes qui ont choisi grâce à Pottermore? Pour le coup, non. Pas du tout. Bah alors c'était comment? Et ben moi, ça remonte un peu plus loin encore, quand je me suis inscrit sur les premiers Poudlard interactifs que j'ai fréquentés, où j'y arrivais en disant oh oui, je dois être un petit cerf d'aigle et tout, je vais suivre des cours, apprendre plein de trucs et autres. Et j'ai fait le test qui m'a envoyé à Gryffondor, je fais bon bah pourquoi pas. Et depuis, bah, je continue ma petite route à Gryffondor, ils m'ont pas encore foutu dehors, donc tout va bien. Et alors moi pas du tout, c'est vraiment, enfin pour le coup c'est pas une désignation, mais c'est vraiment par identification. Enfin c'est une volonté en fait plus d'être à Gryffondor qu'une vraie répartition qu'on a choisie pour moi, enfin selon des questions et des critères objectifs. Donc non ouais c'est vraiment les valeurs qui me plaisent à Gryffondor en fait. Donc je sais pas, c'est vraiment du coup si je suis une vraie Gryffondor ou pas. Et en tout cas, c'est ma maison de cœur, ça c'est sûr. Oui, c'est pareil pour moi. J'avais toujours voulu être effectivement dans la maison Gryffondor. Je pense peut-être au départ en termes d'identification aux personnages principaux, comme c'est quand même leur maison. Et par la suite, je pense que c'est vraiment des valeurs qui me plaisent bien, Gryffondor. Et en faisant après 3 fois, je crois, le test sur Pottermore, en effet, c'est Gryffondor qui est ressorti. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'identification aux personnages du livre, parce que c'est vrai que dans les autres podcasts sur les maisons qu'on a fait, il y a plusieurs rédacteurs qui ont dit qu'ils s'identifiaient à Gryffondor parce qu'on suit les aventures de personnages principaux qui sont à Gryffondor. Et c'est vrai aussi qu'on voit, quand on fait des conventions par exemple et qu'on demande aux enfants dans quelle maison ils sont, la plupart du temps ils sont chez Gryffondor parce que c'est la maison qu'on connaît quand on connaît en particulier que les films. Ouais. Et il y a toujours une période où la personne découvre un petit peu plus l'univers et les autres maisons. Et c'est intéressant de voir que vous avez décidé de rester à Gryffondor et vous continuez à vous identifier à Gryffondor. Je suis rentré dans le droit chemin, dirons-nous. Effectivement, des enfants qui lisent, je pense, la saga pour la première fois, de jeunes enfants, peut-être qu'au départ, Gryffondor, c'est un peu la maison dans laquelle on va vouloir aller, parce que c'est la maison de Harry, Ron et Hermione. Après, on va découvrir plus les autres. Enfin, surtout, pour ma part, je sais pas du tout si c'est ressenti pareil, mais j'ai un peu l'impression que une fois qu'on est devenu adulte, dire qu'on est Gryffondor, ça fait un peu comme si on était resté à la surface de l'œuvre. Je sais pas si c'est très clair Ouais. dans le sens où quand on Ouais. grandit, on est censé pouvoir identifier plus à Serre d'Aigle ou Poufsouffle, par exemple, qui sont justement un peu sous-exploités. Et le fait d'avoir su entrer dans l'œuvre symboliserait par justement savoir se reconnaître dans d'autres maisons. Et du coup, on parlait justement des enfants, et c'est vrai que pour le coup, Gryffondor, on a plutôt l'impression que c'est la maison un peu réservée aux enfants maintenant qui n'ont pas encore découvert l'œuvre. Et c'est vrai que ça fait un peu, pas méprisant, enfin j'irais pas jusqu'à dire méprisant, mais c'est vrai que maintenant, si jamais un adulte dit: «Je suis Gryffondor», ça fait un peu, J'ai 10 ans. tu te foules pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Entre guillemets, Un peu je facilité, sais pas si effectivement. Ouais. voilà, ouais. Enfin voilà, je sais pas si après vous ressentez ça, mais depuis que ouais, Pottermore, je dirais, est arrivé, et avec justement les tests qui permettaient de se répartir aussi à Poufsouffle et Serre d'Aigle, il y a eu une explosion
de ces 2 maisons-là, au détriment un peu de Gryffondor, où c'est un peu devenu la maison maintenant, où c'est vraiment, oui, la facilité, comme tu dis, des dragons, où, en gros, on va là parce qu'on s'enquiquine pas à chercher plus loin. Voilà. Mais du coup, Complètement oui, d'accord. nous, on est restés. Il en faut bien. Il y a peut-être aussi un peu une volonté effectivement d'exploration, vu que les Gryffondors, vous avez quand même 7 livres écrits du point de vue d'un Gryffondor et dans la salle commune des Gryffondors avec ses meilleurs amis Gryffondors. Et du coup, il y a peut-être aussi une volonté en allant vers les autres maisons d'avoir un Oui. peu plus, un Oui, champ un oui, peu plus oui. libre pour l'imaginaire, alors que Oui. Oui, c'est vrai de ce point de vous- vue-là, mais oui, oui. Mais après, au final, alors enfin, Gryffondor, après, à la base, il faut pas oublier que c'est juste une simple maison parmi les 4. C'est vrai qu'elle a beaucoup été mise en avant dans les livres. Mais si justement on essaie de se détacher de ça, en fait, Gryffondor, c'est juste une maison, oui, enfin, au même niveau. Enfin, du coup, c'est vrai que, prendre du recul sur la saga, du coup, ça permettait aussi de dire, Poufsouffle et Serre d'Aigle, surtout Poufsouffle d'ailleurs, sont bien mieux que ce que le livre ne montre. Mais du coup, faut pas faire l'effet inverse en disant, finalement, Gryffondor, c'est pas si bien et c'est tous il y a peut-être aussi des Harry Potter, quoi, un peu bien pénibles. il y a peut-être aussi une certaine amertume envers votre maison parce que vous êtes quand même ceux qui gagnaient tout le temps la coupe à la fin de l'année. On n'a pas Oui. d'imagination, il y a de l'amertume, ça va. Soyez pas jaloux comme ça tout le temps. Ah, vous êtes ceux qui se sont pris le plus de remarques dans les podcasts des maisons Ah précédentes. bon, Alors, on va vous balancer sur défendez. les autres alors. On l'a bien entendu. Après, ce que tu dis, Phoenix, c'est intéressant, et on pourrait même se demander est-ce que Gryffondor est pas enfermé maintenant dans une espèce de stéréotype où, que ce soit de la nostalgie ou une vision très enfantine, où t'es forcément courageux, tu vas sauter de la tour d'astronomie parce que t'es Gryffondor, alors qu'il y a quand même des valeurs d'entraide, de partage, d'optimisme qui sont plus en sous-texte, j'ai l'impression, dans l'œuvre, mais qui Oui. ressortent effectivement mal, mais qui font qu'aujourd'hui, être Gryffondor, c'est tout aussi bien qu'être Serre d'Aigle ou Poufsouffle, et ça te dénote pas d'une mauvaise vision de la saga, c'est juste comment tu te places par rapport à elle. Après, ça rejoint aussi la question, est-ce qu'on peut encore se dire d'une seule maison, à voir comment on évolue, comment on peut changer d'un tout au tout sur un an, sur un mois. Mais voilà, c'est une réflexion très vaste. Je vais retourner dans ma chambre. C'est vrai que moi, c'est un grand regret que j'ai par rapport au livre, c'est que justement, les Gryffondors est les seuls à avoir été à ce point exploités. Et ce qui crée, en effet, comme tu disais, les dragons, cette forme de. Voilà, on est un peu dans un. On a un seul point de vue et ça bipolarise énormément, je trouve. Enfin, même plus que bipolarise, puisqu'il y a 4 maisons. Mais voilà, ça polarise énormément les rapports entre les maisons, justement. Donc les Gryffondors, vraiment, ils sont enfermés dans leurs clichés, comme tu disais, et par exemple, dans leur rapport avec Serpentard, moi, par exemple, j'ai trop du mal à avoir un regard objectif sur la maison Serpentard et à voir leurs qualités. Mais aussi, bêtement, parce que j'ai ce prisme, en fait, de ce qui se dit aussi à travers les romans, quoi. Après, c'était assez intéressant d'être un adulte qui est à Gryffondor, donc de rester dans cette maison auquel on a souvent envie d'appartenir. C'est vraiment que, ouais, on s'est un peu détaché de ce point de vue d'avoir un modèle. Si on réfléchit vraiment avec nos valeurs, qui on aspire à être. Et je pense que si Harry avait été à Serre d'Aigle, par exemple, on aurait quand même toujours voulu être à Gryffondor. Enfin, même si ça aurait changé toute l'histoire si Harry est à Serre d'Aigle. Vous voyez, je pense que ce que je veux dire. Justement, pour revenir à ces valeurs, le mot-clé de ces podcasts de maison, valeurs, vous avez, je trouve, des valeurs qui sont... c'est assez difficile de catégoriser les gens par ces valeurs-là. Pour rappel, les valeurs de Gryffondor, c'est le courage, la bravoure, la détermination. Sur Pottermore, on voit aussi la hardiesse et la force. Et je trouve que c'est assez difficile de trouver des profils, mais comme on peut le voir justement dans les livres, au final, les personnages qui sont dans Gryffondor, on les imagine aussi bien dans les autres maisons, et c'est toujours parce qu'ils sont très courageux qu'ils sont chez Gryffondor. Et du coup, ça rend encore plus compliqué de comprendre qu'est-ce qui fait un Gryffondor. Est-ce que c'est juste le courage ? C'est le courage et toutes les formes qu'il peut prendre, parce qu'on voit dans la saga effectivement que Harry est très courageux, il va au-devant du danger. Le personnage de Neville aussi montre ça, mais le courage peut aussi être intime, personnel. Rien que oser prendre la parole en public, ça peut demander une sacrée dose de courage. Donc c'est plus profond, je pense, que le simple fait de se mettre en danger dans sa vie. Vous ne courez pas tout le temps vers le danger, donc. Non. Pas trop.
Non, mais Est-ce oui, qu'on peut comme être... dit, Oui. comme les dragons, ouais, c'est vrai. Enfin, oui, le courage, en effet, peut prendre multiples formes. Donc oui, dans la vie de tous les jours, finalement, quelque chose qui peut-être serait facile pour une personne le sera plus pour une autre. Et dans ce cas-là, ça peut s'apparenter à du courage si cette personne va au-delà de ses propres peurs et ses propres limites. Donc je pense que oui, ça peut être aussi, là pour le coup, l'exemple de Neuville, je pense, est assez frappant en termes de ce type justement de courage. Au début, enfin dans les premiers tomes, il n'est pas forcément le plus casse-cou, le plus téméraire, mais justement, il surpasse sa timidité, il surpasse son manque de confiance en lui pour, pour se faire voir, enfin pour essayer d'exister au milieu de tout ce monde. Donc je pense que oui, voilà, enfin c'est pas juste en effet le courage bête, bête et non réfléchi, quoi, entre guillemets. Être brûlé, quoi. Voilà. Et puis c'est le collectif qui lui permet de développer son courage. Et c'est aussi ça qui est très intéressant chez Gryffondor, c'est que tout ça se construit sur la durée. On n'arrive pas dans la maison parce qu'on est le plus courageux, qu'on était le plus casse-cou la veille. C'est quelque chose qui vient avec le temps et qu'on construit avec les rencontres qu'on fait et autres. Et c'est en ça que c'est très intéressant. Bah oui, c'est vrai que parce que finalement, on est désigné Gryffondor vraiment au début de sa vie de sorcier. Donc, c'est que le Choixpeau décèle en chacun des personnages ça. Donc, en effet, voilà, ça confirme ce que tu dis. Il y a vraiment aussi, je pense, l'idée de vouloir aller au bout de son objectif et sans finalement abandonner. Oui, il n'y a qu'à voir les Serpentards sur un balai pour se rendre compte que le courage est vraiment chez nous. Mais ils osent sortir. Ah bah ça commence, on m'a dit qu'il fallait taper sur eux, c'est parti. Et justement, pour revenir sur ce courage, ça se voit aussi avec le fondateur de la maison, Godric Gryffondor, puisque c'est un partisan de la lutte contre les discriminations avec les moldus. Et du coup, on voit aussi cette forme de courage qui peut être un engagement dans une cause et de se battre pour cette cause. Pas forcément se battre contre les Serpentards sur le terrain de Quidditch, même si c'est rigolo aussi. Surtout que c'était une époque autour de l'an 1000, on était quand même sur la chasse aux sorcières et sur une véritable peur vers les personnes pratiquant les arts obscurs et autres formes de magie. Donc avoir un personnage comme Godric Gryffondor qui dit vous pouvez venir à Poudlard, que vous soyez sans pur, sans mêlé, né moldu, et on vous accueillera et on vous défendra quoi qu'il arrive, c'est effectivement une preuve d'un courage et d'une force. Ça rejoint aussi ce que tu disais concernant cet aspect-là aussi. La force peut être mentale, peut être physique, et se développer dans ces convictions-là. Ça me fait aussi beaucoup penser au fait que je crois que c'était au Moyen-Âge, enfin au temps des chevaliers, on disait pas avoir du courage, on disait avoir du cœur. Oui. Et en fait, ça se retrouve énormément, je trouve, dans les valeurs de la maison Gryffondor, aussi bien dans le fait d'avoir du courage, justement, mais aussi d'avoir du cœur, cet attrait pour la générosité, le don de soi, qui se retrouve énormément en fait dans les personnages Gryffondor qu'on connaît, et aussi du coup dans ce fameux Godric Gryffondor. Sauf si c'est des Serpentards. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, il y a un grand esprit de groupe chez les Gryffondor, de construction ensemble et tout. Et je trouve que c'est une des maisons sur lesquelles on voit le mieux cette solidarité entre les membres de la maison, notamment qui est mise en avant par toute la guéguerre avec les Serpentards. Mais je trouve que c'est vrai que c'est assez intéressant de à quel point il y a un gros esprit d'équipe chez les Gryffondor. On voit encore plus que dans les autres maisons. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Serpentards? C'est eux Ils qui ont sont commencé. là, ils nous regardent, on arrive le matin. Ils ont pris nos bancs, c'est pas possible, quoi. Le vert et le rouge, c'est dégueu, disons-le. Ça ne se marie pas bien, donc c'est mort. Ça fait Noël. Même pas en plus, il me semble que le vert et le rouge sont complémentaires, je crois. Ah ouais. Ce serait assez cocasse. Après, on base quand même cette guéguerre Gryffondor-Serpentard sur la relation entre Harry et Drago. Je pense qu'il y a aussi de la nuance à apporter là-dessus. On retrouve souvent ce petit jeu parce que c'est très sympa d'avoir un ennemi identifié et de pouvoir facilement aller le battre et le combattre. Mais dans les faits, je pense que les choses, si on était vraiment à Poudlard, seraient beaucoup plus nuancées et avec beaucoup plus d'échanges, je pense même entre les maisons.
parce qu'on est quand même dans une petite école où tout le monde est là pour apprendre la magie, s'entraider, surtout dans une période comme dans Harry Potter où tu fais face à une menace grandissante dans les ombres et tu te demandes ce qui va t'arriver et te tomber sur le coin du museau dans les prochains mois. Donc je pense pas que ce soit la guerre à la bombe à bouse et au mauvais sortilège dans les couloirs toute la journée, quoi. Après, il y a aussi cette opposition un peu plus ancienne entre justement les fondateurs de l'école, où il y avait justement Salazar Serpentard qui refusait qu'on donne l'accès à Poudlard à des sorciers de tous horizons. Cette guerre, elle remonte bien avant même nos sorciers préférés. Ça se ressent, Oui, c'est vrai qu'il y a plus une guerre idéologique derrière. Ouais. ça se ressent aujourd'hui, ne serait-ce que par les matchs de Quidditch. Gryffondor joue contre Poufsouffle ou Terre d'Aigle, c'est quand même moins la guerre sur le terrain. C'est comme les matchs de foot. Il y a certaines équipes qu'il ne faut pas voir jouer ensemble. Oui. J'arrête là l'analogie parce que j'y connais absolument rien en foot. Ce ne sera pas d'équipe pour pas se faire d'ennemis, mais Exactement. vous savez tous de qui on parle. Voilà. Après, on fait un petit tour sur vos valeurs. Buvez un coup à chaque fois qu'on dit valeurs. Je vais vous proposer de passer aux personnages. Alors pour une fois, on a un large panel de personnages dont on peut parler. Que t'as 2h30 parce que... Alors peut-être essayer de rester sur vos préférés ou ceux que vous trouvez les plus intéressants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait de ces personnages des bons Gryffondor ou au contraire, est-ce qu'il y a certains personnages de la saga qui sont chez Gryffondor et que vous aurez mieux aimé voir ailleurs? Je sais pas si vous avez des idées. Je pense que le Gryffondor par excellence, pour moi, c'est Rémus Lupin, qui porte vraiment, comme disait Mouna, ce cœur avec lui et cette envie de bien faire les choses, de faire progresser le groupe, qui a ce courage aussi de combattre sa lycanthropie et d'avancer malgré tout, qui a quand même peur, on peut le voir sur la fin de l'œuvre, de s'engager avec Tonks, mais qui prend son courage à deux mains et finit par y aller et à vivre son histoire avec elle. Donc c'est un personnage pleinement Gryffondor pour moi. Je le trouve aussi intéressant dans le fait que c'est un personnage assez introverti et qu'on a tendance à penser que les Gryffondors, c'est plutôt des extrovertis toujours en train de gueuler dans la cour de Poudlard, de s'appeler les uns les autres. Et du coup, c'est vrai que Lupin, c'est un personnage intéressant parce qu'il montre que on peut être plein de courage et se battre pour ses convictions tout en restant discret et timide. Ouais. Et McGonagall aussi, du coup, un peu pour les mêmes raisons que Lupin, en fait. Enfin, c'est à la fois pour tout son côté hyper strict entre guillemets, mais en même temps hyper juste. Enfin, elle est vraiment dans l'équité, quasi absolue, quoi, entre guillemets. Elle est hyper bienveillante. Enfin, en même temps, elle sans forcément le montrer, enfin, avoir une profusion de sentiments, mais elle est hyper bienveillante. Elle cherche toujours malgré tout à faire progresser ses élèves et à leur apprendre le plus possible. Et même les plus les moins bons entre guillemets. Et puis voilà, après son courage, en effet, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de s'étendre dessus, mais au niveau des valeurs humaines, elle a vraiment, comme on dit, un cœur, en effet, une générosité, une empathie, et elle se dévoue corps et âme à son métier, pardon. Donc pour le coup, je trouve qu'elle représente aussi très bien la maison. Personnage qui, je pense, pour le coup, aurait pu, son appartenance à Gryffondor aurait pu être un peu discutée, c'est Percy. Et il a des côtés aussi un peu serre d'aigle et aussi un peu serpent. Mais par contre, je pense qu'elle est assez commun à la plupart des élèves et qu'on retrouve chez tous les enfants Weasley, c'est un peu ce besoin de reconnaissance ou du moins de montrer aux autres ce qu'on sait faire. Que quand on prend chacun des enfants Weasley, c'est vrai qu'il y a un peu ce besoin de montrer ce qu'on sait faire et un peu de montrer aux autres qu'on existe, entre guillemets. Et moi, j'aurais continué aussi sur la fratrie Weasley avec justement Fred et George, pour ce côté justement un peu, ils rentrent dans l'art, quoi. Ils n'ont pas froid aux yeux, complètement, pour le coup, complètement tête brûlée, je trouve. Hyper téméraires et en même temps, pas très au fait de leurs études, enfin pas très regardants sur leurs résultats scolaires, etc. Et en même temps hyper touchants et pour le coup deux garçons qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de le sens de la famille,
Et puis surtout, il y en a quand même un qui décède pour une cause juste, quoi. Enfin, voilà, qui vaut le coup. Donc voilà, pour moi, ils sont bien à l'image de ce qu'on attend d'un Gryffondor. Et pour revenir sur Percy, moi je trouve qu'il a quand même le courage à la fin de reconnaître qu'il a eu tort et qu'il s'est enfourné dans un chemin de vie qui était pas le bon et qui revient vers sa famille, vers ses amis. Et ça montre pour moi qu'il a aussi sa place à Gryffondor parce qu'il a su évoluer et qu'il a eu ce courage et cette force d'âme de revenir en arrière. J'arrête les analyses là. Je pense qu'on peut aussi citer les 3 plus connus de chez Gryffondor, le trio Harry, Hermione et Ron. Parce que je les ai toujours trouvés... c'est assez intéressant que chacun ait des qualités des autres maisons. On dit souvent que Harry aurait pu être à Serpentard, Hermione à Serre d'Aigle et Ron à Poufsouffle. Et ça montre bien la complexité de répartir des personnes, puisqu'une personne a toujours plusieurs qualités, plusieurs défauts. Et comme on le disait dans le podcast avec les Serpentards, si une personne appartenait entièrement à une seule maison, ce serait probablement un sociopathe parce que personne n'est vraiment aussi enfermé que ça. Mais encore une fois, c'est vraiment ce courage qui fait qu'ils se retrouvent chez Gryffondor malgré leurs autres qualités. Puis c'est une leçon quelque part de s'ouvrir aux autres et de ne jamais s'enfermer sur soi-même et de toujours aller chercher la force ou le courage qui nous manque ailleurs. Ils se soutiennent tous les 3 tout le long de l'œuvre, ils sont là pour les uns pour les autres malgré les dysfonctions qu'on a dans le set. C'est un groupe qui est fort parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il arrive des différences et des différentes forces qui les composent à tirer le meilleur. Effectivement, il montre encore une fois l'importance chez les Gryffondors du groupe et de l'entraide. De la meute. Et du coup, en fait, ça aurait été intéressant que votre emblème, ça soit plutôt un loup. Oui, ça aurait été intéressant, effectivement. Je vais faire une suggestion à J.K. Rowling. Pour le coup, je trouve le lion, le choix du lion hyper judicieux pour justement les valeurs que représente la maison. Enfin, ouais, pour le coup, je ne sais pas si le loup avait ces mêmes attraits, enfin ces mêmes qualités, si on lui reconnaît les mêmes qualités qu'on attribue au lion. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a la férocité du lion qu'on n'a pas envie d'embêter, qui vous va très bien. Il faut bien avouer que chez les lions, c'est toujours les lionnes qui font tout et qu'Hermione fait tout, donc ça a du sens. Théorie approuvée. Donc on parlait des personnages qui n'avaient absolument pas leur place à Gryffondor. Et pour moi, malgré toutes les excuses qu'on peut essayer de trouver, Petit Gros n'a rien à foutre chez nous. Et on fera un petit... Personne n'en veut, on vous le laisse. Ah, parce qu'on a du cœur. Je l'avais oublié. Et c'est vrai qu'en plus, c'est assez surprenant qu'il ait fini chez Gryffondor. Bah, après, ouais, Petit Gros, après peut-être qu'il a juste été avec les mauvaises personnes, entre guillemets. Est-ce que finalement, James et Sirius étaient les meilleures personnes pour lui? Je sais pas, hein, mais du coup, peut-être que comme ils ont toujours été dans une relation hyper déséquilibrée, quoi, avec Petit Gros qui était en admiration béate face à eux et eux qui... Alors, finalement, on sait pourquoi est-ce que 2 garçons si populaires comme ça ont accepté un petit Petit Gros. un petit garçon un peu balourd, on va dire, pas forcément très bon en magie. C'est vrai que ça c'est un peu étonnant a priori quand on y réfléchit un peu. Donc je sais peut-être que Petit Gros, c'est un peu alors par facilité énorme, mais c'est peut-être un peu le Neville qui n'aurait pas eu les mêmes accompagnements, enfin peut-être pas les bons accompagnements, les bons exemples, et qui du coup après ne vivrait que pour avoir de la reconnaissance, et ça, finalement, quitte à aller chercher la reconnaissance auprès de la mauvaise personne, quoi. Bon, c'est une interprétation, mais parce que oui, après bon, Petit Gros, c'est vrai que ça a été je crois que c'est l'un des 2 seuls chapeaux flous. Mais chez les Serpentards, il se serait fait écrabouiller, quoi. Donc peut-être que le Choixpeau a eu pitié. Il s'est dit on va le mettre chez les Gryffondors qui vont pas trop lui taper dessus. Donc, mais oui, après en soi, on est bien d'accord qu'il nous fait un peu honte, quoi. tu pourrais le voir aussi dans l'autre sens en te disant que le Choixpeau a vu chez lui ce qu'il allait pouvoir devenir
et l'a mis à Gryffondor pour lui donner des camarades qui pouvaient l'aider à être meilleur que ce qu'il était prédestiné à devenir. Après oui, c'est étrange dans le sens où il est quand même le gardien du secret de James et Lily, et celui qui les balance derrière, donc il s'est passé des choses qui ne sont pas tout à fait mentionnées dans les livres et sur lesquelles on a du mal à mettre le doigt, mais on se demande vraiment où est le courage et le cœur à faire ça là-dedans. Le problème de la répartition qui est discuté dans le fandom depuis très longtemps, c'est qu'on nous répartit dans une maison à un instant T, donc quand on a 11 ans, alors que en témoignent beaucoup de fans qui ont changé de maison entre-temps. On évolue beaucoup au fur de notre vie, tout simplement, de nos rencontres, de nos découvertes, etc. D'ailleurs, je vous fais part d'une réflexion que je me suis faite, mais je ne sais pas si je ne me suis pas encore renseignée dessus. Qu'est-ce qu'on fait des maisons dans lesquelles on a été répartis une fois qu'on est sorti de Poudlard? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça devient un signe sur ton CV. Qui reste une amicale. Ça ne détermine en rien. Ça ne peut pas se retourner contre nous. Ça peut pas. Personne ne va se servir de la maison dans laquelle on était à Poudlard une fois qu'on est dans la vie professionnelle. Ça peut être comme aux États-Unis où ils ont les grandes écoles et choses comme ça. Et si tu postules à un job et que le directeur a été dans la même grande école que toi, tu as plus de chances parce qu'il va se dire hey, c'est la même école. Un esprit, comment on appelle ça, d'appartenance. D'entre-soi. Ouais, après, ça peut faire aussi comme les collèges et les lycées un peu partout en France et ailleurs. Tu viens de tel endroit. Après, c'est vrai que dans le monde magique, c'est peut-être un peu plus réduit au niveau du nombre de personnes. Donc, j'ai plus l'impression que c'est, tu te fais des potes, ta vie de couple, tes projets, tes idées aussi à ce moment-là, et ça t'accompagne derrière. Et donc, tu continues à avoir tes vieux potes Gryffondor, à aller tâter la batte avec eux le week-end ou l'été. Peut-être que justement, ils ont une loi qui interdit sur le CV de marquer de quelle maison tu étais pour éviter les discriminations. Bah ouais, de ouf. Après 2-3 scandales de Gryffondor qui ont postulé chez les Serpentards, qui n'ont pas été reçus. Aucun peu souffle au ministère, c'est fou ça. Non, on a encore un peu le temps pour parler d'autres personnages peut-être. Il y a la grande figure de Dumbledore, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très ambivalente de son appartenance à Gryffondor, parce qu'on voit au fil de l'œuvre que c'est clairement un Serpentard pure souche dans tout ce qui cache à Harry, dans tout le plan qu'il va fomenter au fil des livres. Dans tous les points qu'il distribue de manière aléatoire. Non, ça c'est très bien, ça c'est très bien. J'ai toujours dit, l'initiative personnelle est à féliciter comme ça. Et il a quand même le courage à la fin de se sacrifier pour aider dans la quête des Horcruxes, donc toujours une certaine ambivalence vis-à-vis de son appartenance à Gryffondor le concernant. Il est un peu comme Harry au final. Moi, au sujet de Dumbledore, je suis vraiment dans la team je lui pardonne tout. Vraiment, pour le coup, je suis vraiment hyper, très, très attachée à ce personnage, hyper touchant, et puis en fait, ce qui me fascine énormément chez lui, c'est je suis vraiment fascinée par sa connaissance, vraiment sa profonde connaissance de la magie, sa maîtrise de la magie. Donc voilà, désolée. Vous êtes du même avis? Non, pas forcément. Moi, c'est aussi le personnage. Les Serpentards, ils ont défendu Rogue comme pas possible, alors là, vous êtes plus nuancés. On a eu le courage de dire quand ça va pas. Voilà. Ah, puis bon, au final, on peut s'estimer heureux qu'il était là, quoi, parce que sinon 3 petits points. Il est quand même à l'origine de pas mal de trucs. Hein. On voit un petit peu avec les animaux fantastiques vers quoi ça pourrait nous amener avec sa relation avec Grindelwald et autres. C'est quand même lui qui a foutu un petit peu le brin pendant des années depuis les années 40 dans le monde magique, donc pas merci sur ce point de vue-là. Après, il y a le fait aussi qu'ils le reconnaissent. Enfin, une de mes citations préférées de lui, c'est dans ses commentaires dans les contes de Biddle le Bard, où il dit « Tout aussi intelligent que je sois, je demeure un aussi grand imbécile que n'importe autre. » Oui, il connaît ses limites aussi. En effet, comme on disait tout à l'heure, avec
le fait de planifier sa propre mort, il a bien conscience que c'est terminé, quoi, plutôt. Enfin, et du coup, il doit mettre ce temps à profit pour justement passer le flambeau. Alors de manière pas forcément ultra, de la manière la plus simple possible, on va dire. Il aimait bien un peu simplifier les choses, mais voilà, oui, il sait aussi reconnaître ses erreurs, ses faiblesses, ses limites. Donc c'est aussi ça aussi, je pense, qui fait que malgré tout, il a sa place chez les Gryffondors. Minimum, quand tu fais un plan comme ça, c'est de donner les indications derrière. Tu laisses pas Oui, les malins dans oui, la ça, on est panade. d'accord. Démerde-toi après, mon petit Harry. Il aimait bien, Va prendre où tu il aimait peux. bien les énigmes. Oui, ça, je ne saurais pas expliquer pourquoi il s'est tant enquiquiné à mettre au point un plan aussi compliqué. Mais bon, Après, ça s'explique et ça s'excuse par le fait qu'il il peut imaginer que Voldemort a une connexion avec Harry suffisamment forte pour qu'il puisse oui. l'écouter ou l'entendre. Mais bon, Oui. ça n'excuse pas tout non plus. Puis je pense qu'après l'histoire de serments violables qui ont été violés et de tous les secrets trahis, peut-être qu'il avait justement envie de prendre vraiment zéro risque et de garder tout pour lui et de se marrer depuis son fauteuil. J'ai sur sa grosse pancine en train de tout regarder. J'aurais peut-être dû lui dire. Oh. Je vais vous proposer de passer à la dernière partie du podcast. Alors, c'est la partie pop culture, puisque je vais vous proposer d'essayer de répartir à Gryffondor des personnages de la pop culture. On a souvent tendance à penser que c'est les héros, les personnages principaux qu'on répartit chez Gryffondor. Je sais pas s'il y a des personnages comme ça que vous voyez dans les films, dans les livres, que pour vous c'est des parfaits Gryffondor, des bons exemples. Bah là, moi perso, là, j'en ai 3 en tête, donc du coup, ça. Alors, ce sont des héros, donc ça casse tout de suite l'hypothèse. Bah, je pense déjà à Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Typiquement, et dans la même veine, un peu Jon Snow de Game of Thrones. Pour moi, tous les deux, ce sont deux personnes qui servent une cause qui est un peu plus grande qu'eux, mais qui en fait ne veulent pas être ils sont les leaders, mais malgré eux, ils veulent pas le pouvoir parce que ils veulent Aragorn devenir roi ou Jon Snow devenir roi aussi. Enfin, ils le deviennent, mais vraiment parce que c'est plus un devoir, quoi. Parce qu'il y a qu'eux qui peuvent le faire, mais c'est pas vraiment une gaieté de cœur. On voit qu'Aragorn, il accepte sur le tard, quoi, le fait d'être le légitime héritier. Et puis Jon Snow, bon, bah, il va devenir roi pas roi, mais chef des sauvageons, patati patata. Mais à chaque fois, c'est vraiment pour servir une cause un peu plus grande qu'eux, un peu comme Harry, finalement, qui va un peu devenir le porte-étendard de la lutte contre Voldemort. Donc, voilà, pour commencer, je dirais un peu ces Puis deux-là. on retrouve ça pour Aragorn, c'est un peu comme Lupin qui ose pas trop s'engager sur les choses et puis au final encouragé par les autres. C'est ça. Le personnage que j'aime maintenant, c'est aussi Katniss Everdeen, Game. J'allais le dire. Au moment où, au moment où elle s'est portée volontaire à la place de sa sœur pour aller dans l'arène, c'était, pour moi, il n'y a pas d'acte plus Gryffondor en fait que ça. Je pense aussi mais un peu dans le même genre que Hunger Games, la saga Divergente, très adolescent tout ça, avec le personnage de Triss, pareil, mais pour le coup, je trouve qu'elle est encore plus, enfin, elle y ressemble encore plus du fait qu'elle se choisit elle-même d'aller dans le comment ça s'appelle déjà, enfin vers les audacieux, vers la caste, non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, La faction, je crois. voilà, la faction des audacieux, pareil pour ce côté hyper courageux, hyper se sortir un peu de sa zone de confort et sans plus de peur que ça en fait, juste par simple, enfin voilà, par curiosité et par envie. J'en ai 2. Alors le tout premier est très facile et c'est Simba dans le Roi Lion. Parce que déjà, c'est un lion et puis c'est un lion courageux et bête, donc ça correspond très bien. Et le deuxième, c'est un des personnages de la Horde du Contrevent de Damasio, qui est le traceur qui s'appelle de mémoire Golgoth.
et qui a ce côté très Gryffondor aussi. Donc l'Heure du Contrevent, c'est l'histoire d'un groupe de personnages qui remontent une planète où le vent souffle sur eux tout le temps. Et lui, en tant que traceur, est à l'avant de ce groupe-là pour fendre le vent et les aider à se diriger. Et il a toujours avec lui ce courage et cette foi inébranlable qu'ils vont réussir, là où tous les autres ont échoué, à remonter jusqu'à l'origine du vent, quitte même à faire des mauvais choix et à avoir le courage aussi de s'en repentir par la suite. Donc dans cette forme-là, c'est le Gryffondor jusqu'au boutisme, mais un chouette Gryffondor aussi. Du coup, pour rester aussi un peu dans l'univers livre et aussi un peu young adult, je pensais à Will dans À la croisée des mondes, qui est un petit peu le contrepoint de Lyra, qui pour le coup, pour moi, est plus Serpentard. Et parce que voilà, Will, bah, c'est un peu pareil, enfin, c'est un peu toujours pareil, c'est un garçon qui se retrouve un peu pris dans des événements un peu malgré lui et qui va devoir justement prendre ses responsabilités, faire preuve de courage et de maturité aussi. Et un peu dans le même style, pareil, en fait, que les personnages cités, quoi. C'est des personnages qui se retrouvent un peu jetés, on va dire, dans un environnement dans lequel ils n'auraient pas été forcément, mais qui vont pouvoir se révéler, justement, et faire preuve de bravoure. Tout à fait d'accord. Ça me fait penser aussi à Bilbo le Hobbit, qui aussi, grâce à la Ouais. force du collectif, est forcé à se lancer dans une aventure comme ça, va se révéler courageux, inventif et mettre ses vraies qualités au service du collectif. Il commence Poussouf, mais finit Gryffondor. En soi, Frodon et Sam auraient aussi des bonnes qualités de Gryffondor, je trouve. Non? Ouais, mais Frodon, Oui, plus, ça va les Frodon est énerver. plus ambivalent. ouais. Oui, ouais, mais Sam, pour le coup, on laisse Merry et Pipin au Poufsouffle et on prend Bilbon et Sam. Ça va faire des bonnes soirées dans la tour de Gryffondor, ça. Bah, Gandalf aussi. Je crois qu'il a un côté cerf d'aigle. Oui, Gandalf, par facilité, c'est vrai que j'aurais plus mis chez les Serdaigle, mais à réfléchir. Le souci de Gandalf, c'est que c'est un être supérieur dans la saga de Tolkien de base, donc il a pas vraiment de courage dans le sens où il a quasiment tous les pouvoirs qu'il veut et il est juste là et ça va, il devrait survivre à tout. Bah vous êtes voilà, on peut battre un balrog, un dragon, machin comme on veut, les doigts dans le nez, donc où est le courage à ce moment-là? En série télé, je verrais bien Arthur, note. Parce que, encore une fois, toujours en fait ce même côté leader malgré moi, où il est roi, il tente de gérer sa meute de bras cassés, mais il est toujours pareil dans l'empathie, dans la bienveillance, à jamais casser, à toujours se soucier pas forcément du bonheur, mais au moins oui, enfin que ses camarades aillent bien malgré tout. Et Il est un peu caractériel. ouais, c'est ça. Enfin, il est assez parce qu'il aurait pu aussi aller chez les Poufsouffles éventuellement, mais je pense que son côté un peu plus caractériel, un peu plus aussi impatient, c'est quelqu'un d'assez impatient. Enfin, ça dépend avec qui, mais il a un côté quand même un peu plus impulsif malgré tout. Je le mettrais un peu quand même plus chez les Gryffondor, même s'il pourrait aller chez les Poufsouffles éventuellement. Mais voilà, je sais pas. Après, dans Kaamelott, après, je sais pas qui on voudrait bien récupérer, mais. Gryffondor dans Kaamelott, ouais. Bah, Lancelot, par certains aspects de sa quête, même si sa dérive est quand même un Gryffondor aussi. Enfin, arrive comme un Gryffondor et devient peut-être plus un Serpentard sur la suite, même. Après, quitte à prendre Sam, Frodon et les Hobbits, moi je veux bien qu'on prenne Perceval et Caradoc, au moins les soirées sont chouettes. Hein. C'est sûr. Composez votre équipe. Après, Léo Dagan aussi, éventuellement. Très sanguin, très impulsif, mais pas idiot, quoi. Enfin, il a quand même malgré tout de bonnes raisons, même si c'est des raisons assez perses. Enfin non, parce qu'il est quand même aussi, assez ambitieux, donc non, plutôt Serpentard, Léo Dagan, parce qu'il est quand même il a quand même beaucoup d'ambition personnelle quand même malgré tout. C'est ce que j'allais dire, il se sert du trône pour arriver à ses fins, il pique de la thune. Oui, c'est ça, donc non, mauvais exemple.
J'entends déjà les fans de Kaamelott hurler à leur podcast en l'écoutant en disant « Mais pas du tout, mais elle est pas dans cette maison !» On va se retrouver avec des hiboux de 3 mètres de long pour tout nous expliquer. C'est assez difficile, hein, ils ont tous des traits. Mm. Ouais. Moi, je veux bien qu'on prenne Dame Célie, par contre, pour le coup. Oui. Bon, on est d'accord, elle est. Après, en Gryffondor, Oui, très fun aussi. Je ne sais pas si vous regardez, mais dans Brooklyn Nine-Nine, on a Jack Peralta, qui est l'un Ah oui. des flics personnages principaux et qui est toujours dans un délire très humoristique, mais qui est toujours à fond, qui va toujours au devant du danger, qui a peur de rien et qui est très Gryffondor pour moi dans cet aspect-là. Et vraiment dans le terme C'est vrai, courageux, quoi qu'il arrive. Quitte à en être bête, comme on peut retrouver parfois chez Harry. Donc ouais, je le mettrais bien chez Griff. Au final, Harry est lui-même assez drôle. Il a de l'humour, ouais. Le côté un peu humour de Harry avait été un peu zappé dans les films. Tu n'apprécies pas quand il fait l'araignée dans le 6 avec cette petite sur sa bouche? Mais justement, quand tu vois tout le potentiel dans cette petite scène, tu te dis mince, pourquoi ils l'ont pas mis plus? Une sitcom. Mais oui, pour revenir un petit peu sur les sagas, je pense à un truc que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur le monde de Narnia. Assez marrant et assez vrai. En fait, chez les 4 personnages principaux, on dirait que c'est un peu les 4 fondateurs, c'est vrai, puisqu'on a Oui. Peter à Gryffondor, Suzanne à Serdaigle, Edmund à Serpentard et Lucie à Poufsouffle. Et c'est assez marrant, un peu comme les 4 fondateurs. Oui, ils ont souvent été représentés aussi dans des fanarts et autres, comme des fondateurs jeunes. Mais c'est vrai En que... plus, même dans les films, ils sont aux couleurs des maisons de Harry Potter. Bon, par contre, vous n'avez pas hérité du plus intéressant, hein, parce que Peter... Une belle épée. Hein. c'est ça. Ah bah pour Gryffondor, une belle épée, c'est dans le thème. Ben voilà. Vous avez quand même l'objet représentant de la maison le plus badass. C'est pas une coupe, hein. Ou un diadème. Un petit collier. Et puis sinon, après, dans les Disney, je verrais bien plutôt les princesses type Pocahontas ou Mulan, pour le coup. Voilà, un peu en fait pour toutes les mêmes raisons qu'on a développées plus tôt, quoi, des princesses qui, enfin même des femmes qui justement, sont princesses, c'est peut-être dit un peu vite, mais qui justement se prennent en main, savent ce qu'elles veulent et se battent pour ça. Donc, je pense que en termes de princesses, ouais, voilà, en termes de princesses Disney, je pense que, peut-être ces deux-là. Ouais. J'ai l'impression que c'est le point commun qu'on retrouve, c'est toujours des personnages qu'on force à sortir de leur zone habituelle et de confort pour affronter un plus grand danger ou se découvrir eux-mêmes. Bah justement, moi je me rends compte en fait en vous écoutant discuter que j'ai vachement de mal à me détacher du caractère héroïque qu'on a envie de voir chez les Gryffondors. En fait, quand je pense à n'importe quel héros de saga, je lui trouve des qualités Gryffondor. Ce côté, je pense, voilà, comme vous dites, quoi, être maître de son destin, faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs, en dépit du danger, etc. En fait, je me rends compte que je suis très attachée à ça encore dans ma vie de Potterhead. On peut trouver d'autres personnages qui ont des courages qui s'expriment d'une autre manière. Je pense à Watson dans la série Sherlock, qui est quand même là pour lui courir tout le temps après et éviter qu'il se tue une fois sur deux, et qui a le courage de rester, qui a le courage de lui dire les choses en face aussi. Donc, il a déjà été attribué chez les Poufsouffles. Pas grave. Il est soldat et tout, il a quand même une base. Non, c'est refusé, voilà, j'irai leur écrire. Il va y avoir des débats internes à la Gazette. Et après, justement, pour partir sur le côté un peu courage, justement, pas forcément se battre, dans des combats, ce genre de choses manières, entre guillemets. Je sais pas si vous connaissez la série Glee, mais par exemple, on pourrait citer le personnage de Kurt, qui est un personnage, du coup, un adolescent homosexuel et qui, contrairement à tous les autres, tous les autres élèves sont laissés vraiment s'assumer et du coup, s'assumer tout bêtement, en fait, mais évidemment, dans un lycée, ça passe pas forcément très bien. Donc, en termes pour le coup,
courage plus banal, enfin, entre guillemets, enfin, plus dans nos vies quotidiennes à nous, je mettrais par exemple un personnage comme lui. Et d'ailleurs, d'autres, enfin, en fait, tous les membres du Glee Club ont tous cette forme un peu de. Ils sont en lutte contre enfin, dans des luttes personnelles, quoi, complètement, ouais. Je suis en train de penser également au personnage de la princesse Mononoke dans le film du même nom de Miyazaki. Parce que c'est un personnage qui a beaucoup de courage, qu'elle utilise pour se battre pour ses convictions. Elle a aussi un peu ce côté borné qui, je trouve, fait qu'elle irait très bien chez les Gryffondors. Oui. Et puis elle a un chouette loup, donc on prend. C'est vrai. Est-ce que vous auriez des dernières idées pour la route? Ah bah on a même pas parlé de Star Wars, mais on pourrait dire Luke Skywalker très bêtement. Oui. Assez basiquement là, je pense que c'est un peu l'archétype du héros, quoi, comme on disait. Donc justement, enfin, on va pas redévelopper, mais pour le coup lui. Puis après, alors à part lui dans Star Wars, j'avoue que peut-être la princesse Leia aussi. Ouais, et là, comment elle s'appelle je ne sais plus son prénom. Dans le film Rogue One, la fille, mais son prénom m'échappe. Un truc avec un J. Jean, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Alors on est désolé pour les fans de Camelot, on est désolé pour les fans de Star Wars. Excusez-nous. Nous c'est Harry Potter ici, hein, si vous n'aviez pas compris. On nous pose des questions, mais on est quand même. Jean, c'est ça, ouais. Jean, voilà. Je montrais au métage, j'enlèverai la partie où on sait pas. Donc le personnage Jean Et dans un côté plus terre à terre, je reviens un peu sur la couleur rouge aussi. Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais il y a un mot qui me revient beaucoup en tête quand on parle de Gryffondor, c'est le mot passion, qui est, enfin voilà, ce côté fougue, et aussi le fait que donc le rouge soit lié au feu, qui est lié vraiment à l'énergie l'énergie vitale. Et c'est un aspect qu'on retrouve aussi beaucoup dans tous ces personnages qui, voilà, comme on l'a beaucoup dit, qui se dépassent sans cesse, en fait, qui passent leur temps à être, enfin, voilà, à déployer tout ce qu'ils ont en eux pour accomplir leur quête, quoi. Voilà. C'est toujours une passion très. On pense jamais à une passion très amoureuse, de la fougue de sentiments ou autre. On est toujours dans l'action, le collectif, le fait d'avancer et autres. Ça doit aussi venir du fait que Harry Potter est à la base écrit pour un public enfant. Mais il manque aussi pour moi toute cette construction, parce que le courage, ça peut aussi être d'avouer ses sentiments à la personne qu'on aime et aller au-devant de ça. Mais le personnage de Lavande, qui, même si c'est montré d'un point de vue plutôt négatif au regard du récit, c'est quand même, au final, quand on y réfléchit, un personnage super courageux, même si elle peut être un peu gnangnan sur les bords. Qu'on faire l'article sur la vente, d'ailleurs. Voilà. Ah, l'autopromo. Elle est interne. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des liens dans les podcasts. Et alors là, sur votre téléphone doit s'ouvrir un article sur le... Comme cet épisode touche à sa fin, vous allez pouvoir aller sur le site de la Gazette pour lire l'article, puisqu'on ne peut malheureusement pas vous l'envoyer sur votre téléphone en direct depuis le podcast. Merci beaucoup d'avoir suivi ce dernier épisode des 4 maisons de Salut les sorciers. Vous pouvez évidemment écouter les épisodes sur les autres maisons, mais aussi tous les autres épisodes de Salut les sorciers sur vos applications de podcast favorites. Et vous pouvez également suivre la page Facebook de l'émission. En échange de quelques galions sur le compte Tipeee de la Gazette, vous pouvez également participer avec nous à un de ces épisodes et venir défendre vos convictions sur les personnages ou nous dire qu'on a tort. Mais on n'aura jamais tort. Une belle parole de Gryffondor pour terminer. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Salut tout le monde. Au revoir.